Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Seigneur des Anneaux? Je pense que oui. Il y a des films qui divertissent et il y a des films qui marquent une vie. Des histoires qui ne se contentent pas de nous emmener ailleurs, mais qui nous rappellent pourquoi on aime le cinéma. Et le Seigneur des Anneaux fait partie de ces rares miracles. Parce qu'à la base, c'est une folie qui n'aurait jamais dû exister. Et c'est justement cette folie qui en fait une œuvre aussi unique. Parce qu'adapter du Tolkien, pendant longtemps, c'était presque un blasphème. Les romans étaient considérés comme inadaptables, pas seulement à cause de leur longueur, mais à cause de leur complexité narrative et de leur univers gigantesque, rempli de mythologie, de langues inventées et de personnages par dizaines. Et avant que Jackson ne s'y attaque, il y a eu des tentatives franchement pas glorieuses. Dans les années 70 par exemple, Ralph Bakshi a réalisé un film d'animation qui adaptait une partie de l'histoire. Et si visuellement certaines idées étaient intéressantes... Ouais non, c'est pas beau, c'est dégueulasse. Et ne parlons même pas de la narration et de l'adaptation parce que c'est pas mieux. Un peu plus tard, Rankin Bass a fait un téléfilm d'animation pour Le Retour du Roi. Et c'était encore pire. Cheap, mal écrit et surtout ça trahissait un peu l'esprit du roman. Donc ouais, ces échecs ont presque enterré l'idée d'une adaptation sérieuse. Et pourtant, Peter Jackson, un réalisateur néo-zélandais surtout connu pour des films d'horreur gore et déjantés ou des drames plus intimistes, lui, il s'est mis en tête de le faire. Et attention, pas un film unique, pas une version raccourcie, non, il voulait adapter toute l'histoire. Rien que ça. Le projet était tellement ambitieux qu'il a failli ne jamais voir le jour, parce qu'au départ, Jackson proposait 2 films. Les studios étaient frileux, ils trouvaient ça déjà trop risqué, et finalement, c'est New Line Cinema qui a accepté. Mais à une seule condition, faire 3 films. Pas 2, 3, parce que selon les producteurs, il y a 3 livres, donc 3 films. Et c'est là que commence l'une des productions les plus dingues de l'histoire du cinéma. Les 3 films ont été tournés d'un seul bloc entre 1999 et 2000, pendant plus d'1 an. C'était une véritable expédition, avec des centaines de personnes mobilisées, des milliers de costumes fabriqués à la main, des maquettes gigantesques pour les décors, et une Nouvelle-Zélande entièrement transformée en terre du milieu. Mais l'exploit ne s'arrête pas là. Pendant ce tournage titanesque, Jackson et son équipe réécrivaient parfois des scènes au dernier moment. Les acteurs tournaient des séquences dramatiques sans toujours connaître l'évolution exacte de leurs personnages. Il y a aussi Viggo Mortensen qui a été engagé à la dernière minute, faisant qu'il a dû apprendre à manier l'épée en un temps record. Et bien sûr, il y a Andy Serkis qui lui a complètement révolutionné la performance capture avec Gollum. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'en fait, cette manière de concevoir la trilogie, avec cette obsession du détail et ce mélange de pragmatisme et de passion, influence directement le résultat à l'écran. Comprendre la production, le tournage, les galères, c'est comprendre pourquoi ces films fonctionnent. Pourquoi ils dégagent une âme que beaucoup de blockbusters d'aujourd'hui n'ont plus. Pourquoi cette trilogie est considérée à l'heure actuelle comme l'un des plus grands monuments de l'histoire du cinéma. Avant de devenir une fresque monumentale sur la guerre, la corruption du pouvoir et le sacrifice nanani nanana, le Seigneur des Anneaux commence par quelque chose d'extrêmement intime. L'histoire d'un petit hobbit qui se retrouve malgré lui au cœur d'un conflit qui le dépasse complètement. Et c'est ça qui fait toute la force de la communauté de l'anneau. Peter Jackson, pour ce premier volet, avait une mission essentielle: poser les bases de cet univers tout en racontant une histoire capable de captiver un public qui, pour beaucoup, ne connaissait rien à Tolkien. Et c'est là qu'on voit son premier coup de génie, il choisit d'assumer pleinement le rythme contemplatif du livre, quitte à prendre son temps. Contrairement à beaucoup de blockbusters modernes qui veulent rentrer directement dans l'action, Jackson commence par un prologue mythologique, presque biblique, qui raconte la création des anneaux, la corruption des rois et la chute de Sauron. En quelques minutes, il nous plonge déjà dans quelque chose de plus grand que nous. Et une fois ce mythe posé, le film ralentit volontairement, et c'est là tout l'art de Jackson. Ancrer la grande histoire dans une petite histoire. La comté, c'est littéralement l'antithèse de l'épopée. C'est un lieu paisible, vert, chaleureux, où les habitants ne se soucient ni du pouvoir ni de la gloire.
En fait, c'est un endroit où le temps ne semble pas exister. Et c'est essentiel parce que la comté représente ce qui va être en jeu dans toute la trilogie et ce que les protagonistes vont perdre, c'est-à-dire l'innocence, la tranquillité et la vie simple. Le Hobbit, c'est l'homme ordinaire, c'est nous, et c'est pour ça que Tolkien, comme Jackson, le place au centre de tout. Si le Seigneur des Anneaux avait été une histoire purement héroïque avec des guerriers parfaits et des rois courageux, ça aurait été un mythe froid. Là au contraire, on vit la quête à travers des yeux qui n'y étaient pas préparés. Et parmi ces yeux, on retrouve ceux de Frodon Sake et ses amis, Pipin, Merry, et le GOAT, le véritable héros à mon sens, Sam Gamgee. Mais revenons sur Frodon la fraude, parce que comme dit précédemment, lui n'a pas choisi cette mission de sauver le monde. Je voudrais que l'anneau ne soit jamais venu à moi, que rien de tout ceci ne se soit passé. Comme tous ceux qui vivent des heures si sombres, mais ce n'est pas à eux de décider. Tout ce que nous devons décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti. Il y a d'autres forces à l'œuvre dans ce monde, à part la volonté du mal. Bilbon a été désigné pour trouver l'anneau, et dans ce cas, vous aussi avez été désigné pour le détenir. Et ça, c'est plutôt encourageant. Ce que vous venez d'entendre, c'est exactement l'idée de Tolkien. On ne choisit pas l'époque dans laquelle on vit, mais on peut choisir d'y faire ce qui est juste. Idée qui fait toujours écho, et peut-être même plus que jamais à notre époque. Et au cœur de cette quête, il y a bien sûr l'anneau. Cet objet qui au début paraît inoffensif, mais qui est en vérité porteur d'un mal absolu. Car le Seigneur des Anneaux, c'est aussi et surtout l'histoire d'une corruption progressive. L'anneau agit comme un poison lent qui agit sur les failles de chacun. Il n'écrase pas la volonté, il la détourne. Il amplifie l'orgueil, la jalousie, la peur. Et Boromir en est le premier exemple frappant. Parce qu'il veut sauver son peuple, il croit bien faire, mais finit par trahir la mission. Même Gandalf refuse de le toucher, car c'est ça la vraie nature de l'anneau. Il ne corrompt pas uniquement les faibles, il corrompt tout le monde. C'est un miroir noir qui reflète ce que chacun porte en lui de plus dangereux. Et c'est cette présence invisible mais constante qui rend le récit si tendu. On ne sait jamais quand ni comment l'anneau va faire craquer celui qui le porte ou ceux qui l'entourent. Après, en termes d'adaptation, Jackson prend aussi des libertés, mais toujours dans l'esprit de Tolkien. Par exemple, il supprime Tom Bombadil, qui, aussi intéressant soit-il dans le livre, aurait cassé le rythme et détendu la tension dramatique. Il rend également Arwen beaucoup plus active, notamment dans la scène où elle sauve Frodon poursuivi par les Nazgûl, pour donner plus de poids à son rôle et éviter qu'elle ne soit qu'une figure romantique secondaire. Et finalement, ce qui est fascinant dans la communauté de l'anneau, c'est qu'il fonctionne presque comme un film indépendant. Oui, c'est le premier acte d'une trilogie, mais il a sa propre structure. Une montée progressive vers la création de la communauté, puis son éclatement dramatique avec la mort de Gandalf, la mort de Boromir et la séparation des héros. On commence par l'innocence de la comté et on termine dans un monde déjà ravagé par la guerre. Et c'est là que Jackson réussit son pari. Il pose toutes les bases thématiques et émotionnelles qui vont rendre le reste de la trilogie aussi puissant. Parce qu'avec les deux tours, tout change. On passe d'une aventure quasi intime à une guerre totale. Dès les premières images, le ton est donné. La comté, ses collines vertes et son insouciance, c'est terminé. Le monde s'enfonce dans la guerre, Saruman brûle les forêts pour nourrir ses forges, les terres des hommes tombent les unes après les autres, chaque peuple doit choisir son camp. Et ce qui rend ce film passionnant, c'est qu'il nous montre cette guerre non pas comme une grande fresque abstraite, mais comme un drame vécu par des peuples différents. Et c'est une des forces des récits de Tolkien, c'est que celui-ci a vécu la Première Guerre mondiale. Et il sait comment représenter une guerre dans une histoire fictive, en faisant toujours en sorte de ne jamais la glorifier. Bien que les batailles soient spectaculaires pour nos yeux de spectateurs grâce à Peter Jackson. Mais pour ceux des acteurs, ce sont des moments d'angoisse, de deuil et de perte. Jamais un vrai spectacle, parce que derrière, il y a de lourdes conséquences. Et c'est pour ça que la bataille du gouffre de Helm est culte et qu'à mes yeux, c'est mon moment préféré de la saga. Et pas juste parce qu'il y a ces immenses plans d'armée ou même les chorégraphies ultra stylées de Legolas, mais parce qu'on sent la peur, les regards des civils enfermés dans la forteresse, les enfants qu'on arme pour la première fois, les vieillards qui se préparent à mourir. Peter Jackson prend le temps de tout filmer. Et c'est pour ça qu'on s'en soucie. Mais pendant que le monde s'enfonce dans le chaos, le cœur émotionnel du film reste ailleurs, avec Frodon, Sam et Gollum. C'est presque un autre film, à la fois plus intime et plus moral, et dans ce film, le poids de l'anneau commence à vraiment détruire Frodon.
Elijah Wood le joue carrément comme un drogué en manque. Son regard se vide, ses gestes deviennent mécaniques. Le Hobbit innocent du premier film est déjà en train de disparaître. Et à côté de lui, il y a Sam. Sam, c'est l'opposé total. Il est l'espoir incarné, et là où Frodon s'effondre sous le poids de l'anneau, Sam lui résiste par fidélité et même par amour. Et ça parce que Tolkien s'est inspiré des soldats simples et courageux qu'il admirait chez ses camarades lors de la Première Guerre mondiale pour ce personnage. Et les films l'ont très bien compris. Sam est un héros qui nous rappelle que même au milieu de la guerre, même quand tout semble perdu, il reste des choses à défendre. Et puis il y a Gollum, et Gollum c'est le plus grand tour de force du film parce que c'est pas juste un traître, c'est un être brisé, schizophrène, déchiré entre Sméagol, son humanité passée, et Gollum, la corruption totale. Ce qui est bien montré avec la scène où il parle avec lui-même, filmé comme si deux personnes distinctes se disputaient, et pour moi ce moment c'est un petit chef-d'œuvre de mise en scène. Donc en fait, cette relation entre Gollum et Frodon est essentielle parce qu'elle fonctionne comme un miroir. Frodon voit en Gollum ce qu'il pourrait devenir s'il cédait totalement à l'anneau. Et c'est pour ça qu'il le traite avec compassion, contrairement à Sam qui ne voit en lui qu'un danger. Ce deuxième opus aurait pu être en vérité un film complètement dépressif. Après tout semble perdu. Le Rohan est acculé, Frodon s'effondre, Gollum trahit à nouveau. Même l'amitié entre les membres de la communauté semble brisée à certains moments. Et pourtant, Jackson insuffle toujours des lueurs d'espoir avec l'arrivée de Gandalf à la bataille du gouffre de Helm, filmée comme une naissance du jour presque divine, la marche des Ents, qui est à la fois un acte de vengeance et un acte de renaissance. La vérité, c'est que Les Deux Tours est un film où tout bascule. Le film où la guerre devient inévitable, le film où des héros ordinaires deviennent des légendes, mais c'est aussi un film profondément humain. Parce qu'au milieu de toute cette grandeur, les gestes qui comptent le plus restent minuscules. Comme un hobbit qui continue d'avancer, un jardinier qui refuse d'abandonner, des arbres qui enfin décident de se battre. Et maintenant que la guerre est vraiment commencée, la question n'est plus que des fantômes, mais jusqu'où on est prêt à aller pour sauver ce monde. Et c'est précisément la question que pose Le Retour du Roi, parce que si Les Deux Tours était le film du basculement, ce troisième opus est celui de la résolution, de l'ultime sacrifice. Tout ce qui a été mis en place depuis la communauté de l'anneau arrive ici à son apogée, et dès les premières minutes, on comprend tout ça avec cette ouverture glaçante. Un flashback nous montrant Sméagol avant qu'il ne devienne Gollum. Un simple pêcheur qui en quelques secondes est consumé par l'avidité et le meurtre. Cette scène n'est pas anodine, parce qu'elle nous rappelle pourquoi cette guerre est menée. Parce que l'anneau est une corruption lente, insidieuse et capable de transformer le plus innocent des êtres en monstre. Cette corruption, elle est partout, jusqu'au cœur des héros. Là où la communauté parlait de fraternité et Les Deux Tours de résistance, Le Retour du Roi parle de l'accomplissement du devoir. Chaque personnage est confronté à sa dernière épreuve. Frodon, qui évidemment s'efface de plus en plus sous le poids de l'anneau, convaincu qu'il n'y aura pas d'aller-retour pour lui. Aragorn, qui doit enfin accepter son destin de roi et renoncer à sa vie d'homme libre, accepter le poids de l'héritage et de la responsabilité. Théoden, qui retrouve sa dignité mais sait qu'il ne survivra probablement pas à cette guerre, ce qui est montré dans une scène iconique, la charge des Rohirrim. À ce moment-là du film, Théoden est prêt à mourir, il galvanise ses hommes avec un discours qui sonne comme un chant funèbre, et Jackson filme ça comme un sacrifice collectif. Ils savent qu'ils vont mourir, mais ils y vont quand même. C'est l'ultime définition du courage dans Le Seigneur des Anneaux. Se battre non pas parce qu'on pense qu'on va gagner, mais parce que c'est juste. Tout cela renvoie à une seule et même thématique, une thématique qui traverse toute l'œuvre de Tolkien, la mort, ou plutôt l'inévitabilité de la mort. Regardez les personnages comme Denethor. Haut fonctionnaire du Gondor, s'abandonne complètement quand il pense avoir perdu ses fils, il se laisse consumer par le désespoir. A l'opposé, Sam, simple serviteur, né sans noblesse, refuse d'abandonner même quand il croit que Frodon est mort. C'est ça qui est beau. L'un se perd face à la mort, l'autre y fait face avec courage. Les elfes, eux, livrent une longue bataille contre le déclin. Ils ont vécu des millénaires, ils sont immortels, mais ils finissent par céder et partir vers l'ouest, comme s'ils acceptaient enfin que leur temps est révolu. Quant à l'anneau, il est presque une caricature de cette peur de mourir.
Il promet l'immortalité mais ne donne pas la vie. Il érode, il consume jusqu'à rendre ses porteurs pathétiques, réduits à l'état d'ombre étirée perdus dans un monde sans paix, parce que prolonger l'existence n'est pas vivre. Et c'est justement tout le propos de Tolkien. Il apprend à mourir et à accepter sa fin, que ce soit pour une bonne cause ou simplement après une vie bien remplie. Voilà le véritable accomplissement. Tolkien considérait la mortalité comme un don, pas une punition, une libération des cercles du monde, puis un passage vers l'inconnu. A l'inverse, les elfes, eux, sont prisonniers de leur immortalité. Ils restent attachés au passé, à leur terre, à leur monde qui disparaît. Ils ne peuvent pas se détacher, et pour Tolkien, c'est presque une tragédie. Alors, peut-être que pour certains, ce don peut paraître amer parce que c'est pas drôle de mourir, mais ça n'en reste pas moins un cadeau. Et c'est ce qui est montré dans l'histoire d'Aragorn. En acceptant d'être roi, il accepte non seulement les responsabilités de son héritage, gouverner, protéger, guider son peuple, mais aussi le fait qu'un jour, il devra mourir. Et plus encore, il choisit le moment de sa mort, comme les anciens rois de Núménor. Dans les appendices du Seigneur des Anneaux, il est dit qu'Aragorn, après une vie longue et accomplie, renonce volontairement à la vie et part avec grâce, malgré la douleur que cela cause à Arwen. J'aimerais quand même finir en parlant de Sam le Goth. Parce que si Le Retour du Roi est un film sur les grands destins, il n'oublie jamais que le véritable héros de cette histoire n'est pas un roi ni un magicien, mais un simple jardinier. Sam, qui porte littéralement Frodon sur son dos, incarne l'idée que la plus grande force du monde n'est pas le pouvoir, mais la compassion et l'amitié. Sans Sam, il n'y a pas de victoire. Et c'est vrai que quand on y repense, à la fin du film, Frodon échoue dans sa quête. Il n'arrive pas à jeter l'anneau dans les flammes de la montagne du destin. C'est Gollum qui le fera car consumé par son obsession maladive de posséder l'anneau, au point où même la mort ne freine pas ce désir. Frodon ne doit donc la réussite de sa mission qu'au hasard ou à une forme de grâce inattendue, et non à sa propre volonté. C'est l'une des raisons pour lesquelles à la fin de l'histoire, il quitte la Terre du Milieu, car quelque chose s'est brisé en lui. Le moment où il refuse de se défaire de l'anneau, c'est là qu'il a échoué. Il est devenu à son tour un Gollum, une créature rongée de l'intérieur, et le jeune hobbit innocent qu'il était s'est effacé presque entièrement. C'est pour cette raison que la vraie conclusion est profondément humaine. Pas de triomphe éclatant, pas de retour à la normale, les héros sont brisés, Frodon ne guérit jamais vraiment, et c'est là que le film touche à quelque chose de profondément mature, certaines blessures ne se referment jamais. La victoire a un prix, et ce prix, c'est l'innocence perdue. Thématiquement, Le Retour du Roi boucle parfaitement la boucle. Là où tout avait commencé par un départ plein de promesses, tout se termine par des adieux. Mais c'est aussi une célébration de l'espoir, parce que malgré tout, la Terre du Milieu est sauvée. Parce que malgré tout, il y a toujours du bon dans ce monde. Faut savoir que le genre de l'heroic fantasy, c'est vraiment pas mon truc. Dès qu'on me parle d'elfes, de sorciers, de mages, de nains, tous ces délires médiévaux fantastiques, ça me fait décrocher direct. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai découvert The Witcher très tard et Le Seigneur des Anneaux encore plus tard. Et pourtant, ce qui est assez fou, c'est que malgré tous mes a priori, j'ai fini par adorer cette trilogie. Je dirais même sans hésiter que c'est pour moi la meilleure trilogie cinématographique de tous les temps. Parce qu'elle a réussi à m'attraper et à me plonger dans un monde mythologique qui non seulement est magnifique même dans sa laideur, mais qui surtout est incroyablement cohérent, riche et symbolique. Bien que Tolkien ait très souvent insisté sur le fait que son œuvre n'était pas une allégorie et qu'il détestait même qu'on cherche à la réduire à une simple transposition politique ou historique, les parallèles avec notre réalité sont pourtant difficiles à ignorer. Lui-même vétéran de la Première Guerre mondiale, il a vu la boue, la mort et le chaos des tranchées. Et c'est quasi impossible de ne pas sentir cette expérience filtrée dans ses adaptations. Moi je pense notamment au Mordor, cette terre noire et brûlée d'où émergent les armées du mal, ce qui évoque certainement les paysages dévastés par la guerre industrielle, avec aussi ses ennemis venus de l'Est qui sont déshumanisés, innombrables et sans visage, formant une armée mécanisée, implacable et écrasante. Et face à cette menace, les héros ne sont pas vraiment des surhommes ou des figures mythiques. Ce sont pour la plupart des êtres ordinaires, des hobbits modestes, des hommes brisés, des peuples très différents qui choisissent de s'allier malgré leurs divergences.
Cette critique de la modernité et de la déshumanisation se manifeste également dans la transformation d'Isengard. Autrefois un sanctuaire naturel, c'est un lieu qui devient en quelque sorte une usine infernale sous l'emprise de Saruman. Il abat les arbres, détruit la forêt, allume des fournaises gigantesques et fabrique des machines de guerre, incarnant ainsi une technologie dépourvue de conscience et d'éthique. Sans parler de Sauron, l'anneau et tout le reste qui font des allusions au pouvoir totalitaire et absolu qui grandissent en manipulant tout le monde, un autre détail qui encore une fois fait écho à beaucoup de choses et même aux événements de la Seconde Guerre mondiale. Oh non. Enfin bref, parlons d'autre chose. Cette trilogie, elle m'a pas simplement marqué parce qu'elle évoque des thèmes profonds ou des références à la guerre, elle m'a surtout marqué parce qu'elle m'a fait rêver. Elle m'a transporté. Malgré la noirceur de son univers, malgré les horreurs qu'on y croise, c'est une œuvre qui, paradoxalement, fait du bien. On ressent une vraie sensation de voyage en suivant la communauté à travers la Terre du Milieu. Et ça, c'est en grande partie grâce au travail remarquable de ceux qui sont derrière les caméras. Ils ont compris que pour que ce monde paraisse réel, il ne fallait pas juste le montrer, il fallait nous y plonger. Et ça commence par une chose essentielle, déjà un peu évoquée plus tôt, le rapport au temps. La trilogie Le Seigneur des Anneaux prend son temps. Elle vit, elle respire, et contrairement à beaucoup de blockbusters actuels qui nous balancent des scènes d'action toutes les 3 minutes, ici, on prend le temps de s'arrêter, de contempler. Il y a des silences, des chants, des moments suspendus, et c'est précisément ça qui rend l'expérience unique. On n'est pas juste en train de regarder un film, on est dans un monde. On y marche, on y dort, on y pleure, on y croit. Ce temps long, c'est aussi une façon de rendre hommage aux mythes, parce que les légendes ne se racontent pas à toute vitesse. Elles s'installent et s'enracinent. Et justement, ce monde il est crédible parce qu'il est aussi tangible. Visuellement, il y a une richesse folle, une densité à chaque plan. La lumière par exemple, elle est utilisée comme un véritable outil narratif. Lorsqu'on est dans la comté, tout est baigné de teintes chaudes et dorées, ce qui crée un sentiment de réconfort et de sécurité. A l'inverse, quand on est dans le Mordor, c'est également chaud, mais cette fois avec des couleurs plutôt orangées sales, rouge volcanique et verdâtre maladif, pour évoquer à la fois l'enfer et la toxicité de ces lieux. Chaque ambiance visuelle dit quelque chose de l'état d'esprit des personnages. Même inconsciemment, on le ressent, parce que c'est du pur cinéma. Il y a d'ailleurs un autre élément de mise en scène que j'adore, c'est le fait que les hobbits soient toujours filmés comme petits par rapport à l'environnement. Ce qui peut sembler très anodin puisqu'après tout ce sont des êtres de petite taille, mais c'est aussi une métaphore pour dire qu'ils sont minuscules dans ce monde en guerre, qu'ils sont insignifiants face au destin qui les attend. Et pourtant, ce sont eux qui portent le poids de l'histoire. Ils sont la preuve que ce n'est pas la taille ni la puissance qui définissent la grandeur d'un héros. Et puis évidemment, il y a les effets spéciaux, et là encore on est sur quelque chose d'exceptionnel, sans pour autant sombrer dans une overdose de CGI. Ici on mélange l'ancien et le nouveau, enfin nouveau pour l'époque. Gollum par exemple n'était pas le tout premier personnage en motion capture, mais il représente quand même une avancée technologique majeure, aussi bien sur le plan technique qu'artistique. Et que dire des grandes batailles? Jamais auparavant on n'avait vu autant de personnages s'affronter en si peu de plans, avec une telle fluidité et une telle lisibilité. Sans parler du côté incroyablement épique qui te prenne aux tripes à chaque fois. Et cet héritage visuel, il a quand même laissé une trace énorme sur le cinéma. Mais selon moi, ce qui rend cette trilogie encore plus belle, c'est justement le chaos qui a été sa fabrication. On l'oublie parfois, mais c'était un projet fou. 3 films tournés en même temps dans un pays isolé qui a eu le droit à des reshoots, des improvisations, des plans refaits à la dernière minute, des acteurs blessés, des nuits blanches, des décors construits à la va-vite, et pourtant, c'est précisément ça qui fait le charme du tout. Ce côté artisanal, un peu bordélique, qui fait qu'on sent que derrière chaque image, il y a des humains. C'est pas une machine parfaitement huilée, il y a des erreurs, des plans qui détonnent parfois. Mais c'est ça qui rend l'œuvre vivante. Et c'est typiquement le genre de choses qu'une IA ne pourra jamais reproduire. Parce qu'au cinéma, ce qui rend les films inoubliables, ce ne sont pas les moments parfaitement calculés, ce sont les ratés, les hasards heureux, les émotions qui débordent du cadre. Ce sont les maladresses humaines qui touchent. Et pour rendre le tout encore plus humain et vivant, c'est l'attention folle portée aux détails.
même ceux qu'on ne remarque pas consciemment. Chaque peuple a une identité visuelle et culturelle unique, les armures des elfes sont fines et élégantes, celles des nains robustes et imposantes, celles des orques grossières et anarchiques. Même leur manière de parler traduisent des visions du monde différents, comme les Ents, d'une lenteur millénaire qui incarne une sagesse à l'échelle de la forêt. Mais ce souci du détail va encore plus loin. Les costumes ont été tissés à la main, les armes forgées sur mesure, les parchemins écrits dans des langues inventées. Il y a des inscriptions elfiques visibles à peine une seconde, des runes gravées sur les lames, des chants en quenya ou en sandarine que personne ne comprend vraiment mais que tout le monde ressent. Et c'est précisément ça la magie. On ne voit pas tout, on ne comprend pas tout, mais on y croit. Et même quand des trucs pourraient nous sortir de ce monde, comme la fameuse incohérence des aigles, qui pourrait faire en sorte de terminer l'histoire en 2 minutes s'ils emmenaient les protagonistes directement au Mordor. Bref, des vrais Deus Ex Machina comme on les aime, mais justement, nous en tant que spectateurs, on est prêt à accepter cette incohérence. Déjà parce que les personnages eux-mêmes ne s'attardent jamais sur cette question, ils n'en parlent pas, ne cherchent pas d'explication, et ça nous pousse à faire pareil, à imaginer nos propres raisons, nos propres limites à leur intervention. Et surtout, les films assument pleinement cette dimension quasi divine des aigles. Leur arrivée est toujours traitée comme un miracle visuel et sonore. Enfin, ils tombent littéralement du ciel dans une lumière éclatante, accompagnée d'une musique aux accents angéliques. Cette mise en scène est consciente de transformer ce qui pourrait être une facilité scénaristique en un moment d'émotion pure. Parce que les aigles ne sont pas là pour simplifier l'histoire, mais pour incarner l'espoir ultime, celui qu'on n'attendait plus, et c'est précisément pour ça que ça marche. Donc en vérité, l'équipe artistique n'a pas simplement créé un décor pour tourner un film et respecter ce qui nous a été décrit dans un bouquin. Elle a construit un monde qui fonctionne même hors caméra. Un monde cohérent, dense, rempli de sens, jusqu'à dans les coins que la caméra ne filme jamais vraiment. Et même si tous ces détails nous échappent à première vue, notre cerveau, lui, les enregistre. C'est ça qui nous immerge et qui rend la Terre du Milieu crédible. Parce qu'on sent, sans même y penser, que ce monde existe vraiment. Difficile de parler de la Terre du Milieu sans évoquer la trilogie du Hobbit, parce qu'après avoir vécu une œuvre aussi monumentale que le Seigneur des Anneaux, le simple fait de revenir dans cet univers était forcément un événement. On retrouvait des lieux, des visages, des sonorités familières, on retrouvait la comté, le souffle du voyage, les décors néo-zélandais, la musique de Howard Shore, tout semblait aligné pour faire revivre la magie. Et pourtant, cette nouvelle trilogie a énormément divisé, parce qu'on n'était plus face au même projet. Déjà à la base, le Hobbit, c'est un seul roman, beaucoup plus léger que le Seigneur des Anneaux qui lui en avait 3. Donc le transformer en trilogie blockbuster de plus de 9 heures, c'était forcément forcer la matière. Et ça s'est senti. On a rajouté des intrigues secondaires, inventé des personnages, étiré des scènes au maximum. Là où le Seigneur des Anneaux tirait sa puissance d'un équilibre entre le souffle épique et la simplicité émotionnelle, le Hobbit semble souvent tirer dans toutes les directions en même temps. Mais le vrai point de rupture, il est aussi technique, parce qu'entre-temps, la manière de faire du cinéma avait changé. Là où le Seigneur des Anneaux utilisait énormément d'effets pratiques, de maquillage, de maquettes, le Hobbit bascule dans une ère numérique beaucoup plus visible. Les effets en CGI sont omniprésents, les décors sont souvent en 3D, et même certains personnages principaux, comme les orques, sont intégralement faits en images de synthèse. Et c'est pas que c'est mal fait, même si ça peut l'être à certains moments, mais on perd en fait ce fameux côté artisanal et tangible qui faisait tout le charme de la première trilogie. Ce grain, ces imperfections qui donnaient à l'ensemble une âme, c'est précisément ça au fond qui rend cette comparaison si intéressante. Parce qu'en opposant les deux trilogies, on comprend encore mieux ce qui rend le Seigneur des Anneaux unique. Après, le Hobbit n'est pas un mauvais projet, il a de très beaux moments et de vraies intentions derrière. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai découvert la saga grâce au premier Hobbit. Le premier film Seigneur des Anneaux que j'ai vu, c'est un voyage inattendu. Et même si aujourd'hui je trouve ces films beaucoup moins bons qu'à l'époque, parce que mes yeux d'enfant disparaissent d'année en année, j'ai quand même du mal à détester cette nouvelle trilogie, car pour une fois, elle ne gâche en rien la trilogie originale comme en ajoutant des éléments incohérents à tout bout de champ. N'est-ce pas Pirates des Caraïbes 5 et la postlogie Star Wars ? Mais surtout, la trilogie du Hobbit tabasse en termes de qualité la majorité des blockbusters de ces dernières années.
Rien que les scènes avec Smaug sont juste phénoménales. What have we done? C'est sûrement l'un des meilleurs dragons qu'on ait pu voir au cinéma. Et c'est pas juste une question de rendu visuel, parce que bien sûr les effets spéciaux sont impressionnants, la texture de ses écailles, la chaleur presque palpable de son souffle, tout ça est maîtrisé. Mais ce qui rend Smaug vraiment marquant, c'est tout ce qu'il incarne. Sa voix, son charisme, sa manière de dominer l'espace, et ça grâce au travail vocal et physique incroyable de Benedict Cumberbatch au niveau de la motion capture. Il réussit à faire de Smaug une créature capable d'écraser les personnages par sa seule présence. Et au niveau de la réalisation, c'est génial, ça joue constamment sur l'échelle, la verticalité, sur l'ombre et la lumière pour faire de Smaug plus qu'une créature, mais une menace quasi mythologique. Donc c'est quand même con parce que parfois le Hobbit parvient à renouer avec la magie de la première trilogie. Pas sur toute la ligne, pas aussi souvent, mais certains moments oui. Que ce soit dans l'exploration de la montagne, dans les décors du royaume d'Erebor ou dans certains élans musicaux de Howard Shore qui reviennent nous prendre par surprise. Il y a vite fait ce sentiment d'immersion, cette sensation que la Terre du Milieu existe au-delà de ce qu'on nous montre. Alors non, le Hobbit n'a pas la même maîtrise ni la même force émotionnelle, il est moins épuré, plus clinquant, parfois trop rapide, parfois trop long, mais il a aussi une forme de sincérité et un respect pour l'univers qui fait qu'on sent toujours un amour du matériau d'origine derrière. Et rien que pour ça, je trouve qu'il mérite d'exister. Il ne sera peut-être jamais une référence du même calibre que le Seigneur des Anneaux, mais il a été pour moi comme pour beaucoup une porte d'entrée, une première marche vers quelque chose de plus grand. Donc ouais, quand j'y pense, c'est fou de se dire qu'un projet comme le Seigneur des Anneaux ait pu exister. 3 films tournés d'un seul bloc, des années de préparation, des milliers de maquettes, des heures d'effets spéciaux qui, encore aujourd'hui, sont impressionnants. Tout ça pour raconter une histoire profondément humaine. Et c'est pour ça que plus de 20 ans après, cette trilogie reste intacte. Elle n'a pas vieilli, parce qu'elle ne repose pas uniquement sur la technologie ou le spectaculaire, elle repose sur une histoire intemporelle racontée avec sincérité. Alors oui, aujourd'hui le cinéma est saturé de franchises, de reboots, de suites opportunistes, mais le Seigneur des Anneaux, lui, trône à part. C'est un rappel que les grandes histoires existent encore, qu'on peut faire des blockbusters qui ont une âme, qu'on peut faire rêver sans prendre les spectateurs pour des cons. Et si je vous en ai parlé aujourd'hui, c'était pas pour vous résumer une intrigue que vous connaissez déjà, c'était pour replonger ensemble. Pour revivre ce voyage comme si on embarquait à nouveau avec la communauté. Parce qu'au fond, qu'on l'ait vu 10 fois ou 100, il y a toujours un moment où on se dit « Allez, une dernière fois, on part pour Fontcombe, pour la Moria, pour le gouffre de Helm, et on reviendra quand ce sera fini. » Et comme le dit Gandalf, tout ce que nous avons à décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti. Moi, j'ai décidé d'utiliser le mien pour rendre hommage à cette trilogie. Parce que dans un monde où le cinéma devient parfois une machine sans âme, il est bon de se souvenir qu'il a existé un temps où un simple anneau nous faisait croire à la magie.